Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Christelle Margoun, bonjour. Vous avez travaillé pour le cadre du projet Impact CE sur les échantillonneurs intégratifs dits passifs. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter ces différents outils ? Bonjour, je suis ingénieure de recherche chimiste à INRAE Lyon dans l'unité de recherche Riverly et je travaille au sein du laboratoire de chimie des milieux aquatiques. Donc, mes principales recherches concernent l'étude du transfert, du devenir et de l'impact des pesticides en particulier dans les milieux aquatiques, dans les petits bassins versants. Donc pour ça, je suis spécialiste dans l'élaboration d'outils d'échantillonnage et aussi dans le développement de méthodes d'analyse pour pouvoir identifier et quantifier les contaminants organiques dans différentes matrices environnementales, dont l'eau, et par un dosage au laboratoire en chromatographie couplé à la spectrométrie de masse. Dans le cadre du projet Impact CE, j'ai assuré toute la partie suivi chimique avec mes collègues chimistes également impliqués, du laboratoire et du laboratoire de Bordeaux également. Donc nous avons déployé des échantillonneurs passifs dans les cours d'eau et nous avons aussi assuré l'analyse et l'interprétation des données relatives aux concentrations de pesticides dans les différents sites étudiés lors du projet Impact CE. Alors, ces différents outils sur lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur fonctionnement ? Donc, l'échantillonnage passif, en fait, a été développé depuis une bonne vingtaine d'années. Et de manière globale, ce type d'échantillonnage consiste à plonger un petit outil, donc de 2 à 10 cm de diamètre, qui permet de capter et de concentrer des polluants, alors organiques ou même des métaux avec d'autres types de contaminants, dans les milieux aquatiques pendant des durées de 1 semaine à 1 mois, suivant l'outil que l'on utilise. Donc les échantillonneurs passifs, de manière globale, ils sont composés d'une phase réceptrice pour capter les contaminants, éventuellement entourés d'une membrane pour pouvoir les protéger quand on les déploie dans le milieu naturel. Et donc cette phase réceptrice accumule les micropolluants présents dans l'eau sans apport d'énergie extérieure. C'est pour ça qu'on les appelle des échantillonneurs intégratifs passifs. Donc en fait, il existe différents types d'échantillonneurs passifs suivant la nature et les propriétés physico-chimiques des polluants que l'on souhaite capter. Et donc pour exemple, pour les micropolluants organiques, et en particulier pour les pesticides qui présentent des propriétés physico-chimiques très, très diversifiées, on peut utiliser plusieurs types d'échantillonneurs passifs. Donc par exemple, dans le projet Impact CE, nous avons utilisé plutôt pour capter des herbicides et des fongicides des PO6. Alors le nom déroulé, c'est Polar Organic Chemical Integrative Sampler, ou le PO6 Max pour des types d'herbicides beaucoup plus polaires. Ces deux outils, en fait, on les laisse dans le cours d'eau entre 2 et 4 semaines. Pour des produits un peu moins fréquents dans l'eau, comme les insecticides par exemple, on privilégie plutôt des outils plus réactifs, comme la tige silicone polaire ou TSP, qui réagit vraiment bien aux fluctuations rapides de concentration. Et cet outil-là, en fait, puisqu'il est plus réactif, on ne le déploie que pendant 1 semaine dans l'eau. Et dans le cadre du projet Impact CE ou dans le cadre d'autres projets, on peut tout à fait combiner plusieurs types d'outils en même temps dans le cours d'eau. Par exemple, si on veut vraiment détecter une très large gamme de polluants, puisque chacun a ses polluants ciblés. Donc dans la rivière, les échantillonneurs passifs sont simplement fixés dans une cagette ajourée pour pouvoir les protéger des débris transportés en cas de crue, par exemple. D'accord. Et quel type d'information il donne en fait ? C'est une moyenne des taux de pesticides qu'on peut retrouver dans les cours d'eau, c'est ça ? Donc en fait, quel que soit l'outil, les échantillonneurs passifs restent pendant plusieurs jours à plusieurs semaines dans le cours d'eau, ce qui leur permet d'une part d'accumuler effectivement des pesticides pendant toute la durée d'exposition. Donc là, ça permet de détecter un plus grand nombre de composés et finalement à des teneurs beaucoup plus faibles. Et deuxièmement, le fait de les déployer pendant plusieurs jours, cela permet d'améliorer la représentativité de l'échantillonnage, par exemple, en intégrant des pics de contamination et des pics de crue qui peuvent passer très rapidement suite à une pluie, par exemple. Donc, en conclusion, l'échantillonnage passif permet d'obtenir pour chaque pesticide que l'on recherche
une seule valeur de concentration moyenne pendant toute la durée d'exposition. Donc en général de 1 à 2 semaines, ce que l'on a fait dans le cadre du projet Impact CE. Très bien, donc ces outils, en fait, ils nous donnent une concentration moyenne sur une certaine période. Et en termes de nombre de pesticides que peuvent repérer ces différents outils, est-ce que vous avez un ordre d'idée? Donc les 3 échantillonneurs passifs que l'on a utilisés dans le cadre du projet Impact CE, donc à savoir les TSP pour tige silicone polaire, les POSIS et les POSIS MACT, ont permis de capter, de rechercher à peu près 70 pesticides et produits de transformation. Et il faut savoir que dans le cadre du projet Impact CE, 37 parmi ces 70 ont été retrouvés au moins une fois sur un des sites du projet. Alors, ces polluants, dans le cadre du projet Impact CE, on a utilisé ces échantillonneurs passifs pour capter des pesticides, mais il faut savoir qu'on peut utiliser aussi ces échantillonneurs passifs pour d'autres types de polluants, par exemple des produits pharmaceutiques, des hormones, pour obtenir une information plus globale sur les niveaux de contamination des milieux. Mais cela n'a pas été fait dans ce projet Impact CE, puisque la source de contamination majeure étudiée était les pesticides utilisés dans l'agriculture agricole. Alors, dans le cadre des outils bioindicateurs, ça nécessitait toujours une calibration, c'est-à-dire de bien comprendre l'environnement dans lequel on plaçait ces outils afin d'analyser au mieux les données. Est-ce que c'est aussi le cas pour les échantillonneurs intégratifs? Est-ce qu'on a besoin de cette étape de calibration? Alors oui, pour pouvoir déterminer, pour chaque pesticide dont on souhaite déterminer une concentration moyenne pendant la durée d'exposition, il faut effectivement réaliser une étape de calibration préalable en laboratoire. Alors cette étape, elle permet de déterminer, mais une fois pour toutes, pour un polluant sur un échantillonneur passif, donc elle permet de déterminer des paramètres cinétiques de l'outil vis-à-vis d'un pesticide donné. Ainsi, ces calibrations, donc actuellement, elles sont réalisées par des laboratoires de recherche, mais qui mettent à disposition les données de calibration au grand public ou aux utilisateurs potentiels, donc soit dans des publications scientifiques, soit dans des rapports d'études. Et c'est particulièrement le cas dans le cadre du consortium Aquaref, par exemple. Alors, est-ce que si j'étais un gestionnaire de l'eau, je peux me procurer directement ces différents outils? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que je peux interpréter moi-même les données? Et finalement, est-ce que je peux le déployer dans ma zone de travail? Alors, ces outils, bien qu'ils soient développés depuis une vingtaine d'années, lorsque l'on souhaite déployer ces outils dans le cours d'eau, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. En fait, il y a tout d'abord le choix des échantillonneurs, puisque vous avez vu que dans le cadre du projet Impact CE, on a utilisé 3 échantillonneurs pour pouvoir couvrir une plus large gamme de pesticides. Donc le gestionnaire ou l'utilisateur doit se poser la question des propriétés ou des produits qu'il souhaite échantillonner. Bon, certains échantillonneurs passifs sont déjà commercialisés et prêts à l'emploi. C'est par exemple le cas des POSIS que l'on peut se procurer directement auprès de fournisseurs. D'autres sont fabriqués actuellement par notre laboratoire, par exemple pour les TSP ou les POSIS Max. Mais leur synthèse est relativement facile et nécessite peu d'investissement et finalement très peu coûteuse. Les échantillonneurs passifs, une fois choisis, donc on doit se poser la question aussi du déploiement des échantillonneurs sur site. Ce déploiement nécessite finalement peu de compétences particulières, par exemple, et par contre, il nécessite de se conformer scrupuleusement au protocole. En particulier, la réflexion sur les endroits où on doit déposer les échantillonneurs passifs dans une rivière, et aussi sur l'acquisition d'informations complémentaires environnementales indispensables pour l'interprétation des données. Par exemple, la vitesse du courant, la température. Ensuite, dans une deuxième étape, quel que soit le type d'échantillonneur passif utilisé, finalement, l'analyse des pesticides captés peut être réalisée par tout laboratoire d'analyse qui est équipé en moyens analytiques, en chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. Et donc, ce laboratoire maîtrisera forcément la recherche et la quantification de micropolluants organiques dans des matrices environnementales. Il n'y a rien de plus compliqué d'analyser dans un échantillonneur passif que dans un échantillon d'eau. Et enfin, la dernière étape qui concerne le retraitement et l'interprétation des résultats, c'est probablement l'étape la plus critique dans le processus, car il s'agit d'une part d'intégrer les données de calibration dont on a parlé précédemment pour pouvoir obtenir des concentrations moyennes dans l'eau pendant la durée d'exposition. Et d'autre part, quand il n'y a pas de données de calibration disponibles,
soit il faut les acquérir par la calibration, donc ça c'est un processus un peu plus complexe à mettre en œuvre, ou alors interpréter les informations obtenues grâce aux échantillonneurs passifs d'une autre manière, c'est-à-dire simplement en vérifiant si on a la présence ou non d'un contaminant, ou pouvoir comparer des contaminations entre deux sites. Alors vous travaillez toujours sur le développement de ces différents outils, du coup, est-ce que vous avez une vision de quelles améliorations peuvent survenir et quelles limites et avantages vous avez identifiés sur ces types d'outils actuellement? Donc, suite aux nombreuses études qui ont été réalisées, soit en France, soit au niveau européen ou mondial, en fait, les principaux avantages qui ressortent de ces échantillonneurs passifs utilisés dans les milieux aquatiques sont tout d'abord d'obtenir une meilleure représentativité temporelle de la contamination, puisqu'ils permettent d'intégrer des pics de concentration pendant une semaine à un mois. Le fait de les déployer relativement longtemps permet aussi de préconcentrer et donc de pouvoir atteindre des concentrations plus faibles dans le milieu naturel. Le fait d'intégrer finalement pendant une semaine ou d'obtenir une concentration moyenne permet d'avoir une estimation plus réaliste des concentrations moyennes sur la durée d'exposition. Un deuxième bénéfice de ces outils est finalement la facilité de transport et de conservation, puisque ce sont des outils solides et c'est de toute façon beaucoup plus facilement transportable et facile à conserver qu'un échantillon d'eau dans une bouteille en verre qui peut casser lors du transport. En revanche, la principale limite à l'utilisation de ces outils pour pouvoir déterminer une concentration dans l'eau est l'obligation d'avoir des données de calibration pour chaque polluant sur chaque outil déployé. Et pour certains outils aussi, il a été noté une influence des conditions environnementales, donc la vitesse du courant ou la température, sur l'accumulation des polluants, ce qui peut parfois biaiser les résultats obtenus. D'autre part, une des limites finalement des outils est que pour l'instant, on n'a pas un outil universel pour pouvoir capter tous les polluants, donc souvent, il faut déployer plusieurs outils en parallèle pour pouvoir avoir une plus large gamme de contaminants. Donc, si on s'appuie sur ces limites, on peut donc envisager, et ce sur quoi nous travaillons depuis quelques années, c'est des outils donc simples d'utilisation, de petite taille pour pouvoir faciliter leur déploiement et leur transport dans différents milieux, pas toujours facile d'accès. Si possible, sans membrane pour pouvoir être plus réactif, justement face aux pics de pollution qui peuvent passer durant quelques heures dans un petit cours d'eau, une petite rivière de bassin versant, et donc surtout qui peuvent capter une plus large gamme de contaminants de manière à avoir un seul outil, si possible, à déployer sur le terrain. Et donc la deuxième piste que je vois en termes de développement, c'est aussi tout ce qui concerne l'interprétation des données acquises avec les échantillonneurs passifs. En effet, outre le fait de déterminer des niveaux de concentration moyens intégrés sur la période d'exposition de l'outil, donc ça c'est l'approche quantitative, donc qui nécessite une calibration préalable, on peut tout à fait utiliser ces outils de manière plus ouverte, soit juste pour pouvoir déterminer un nombre de composés échantillonnés, donc présence ou absence d'un contaminant, sans forcément avoir une information sur sa concentration. Donc ça c'est vraiment une approche qualitative. Ou alors la deuxième stratégie que l'on peut mettre en place, c'est comparer des niveaux de contamination dans le temps ou dans l'espace sur un même cours d'eau. C'est une approche plutôt comparative. Donc avec cette dernière approche, les échantillonneurs passifs peuvent alors être utilisés relativement facilement pour mettre en évidence des gradients de contamination spatiale et temporelle dans un cours d'eau. On n'est pas obligé de remonter à des concentrations en nanogrammes par litre dans le cours d'eau, mais simplement de voir des quantités accumulées sur l'outil. Christelle Margoun, merci pour cet entretien. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description.